que je viens d'écrire et qui est en train de sortir sur diploweb.com, qui s'appelle Ukraine et Russie pour comprendre, donc au cœur de notre conversation d'aujourd'hui. L'idée du livre, donc en s'appuyant sur cette expérience de quelques jours à Mariupol et évidemment sur tout un travail de documentation et de réflexion, et d'essayer de présenter une vision globale du conflit ukrainien et des logiques qui sont à l'œuvre dans le conflit russo-ukrainien, excusez-moi, dans le conflit russo-ukrainien. Voilà, donc c'est ce que je me propose de faire, de faire des commentaires sur les positions des différents acteurs américains, européens, ukrainiens, russes, en me centrant quand même particulièrement sur la Russie, puisque l'un des problèmes qu'on a dans ce conflit est que on accorde, à mon avis, pas suffisamment d'importance aux dynamiques internes de la société russe. De ce point de vue-là, avant de commencer, je voudrais battre en brèche quelques idées simples et quelques paresses de pensée qui, en l'occurrence, sont extrêmement nocives. Donc, en premier lieu, je ne parlerai pas de Vladimir Poutine en tant que tel. Je l'annonce tout de suite. Pourquoi ? Parce que il y a une forme de personnalisation du récit en ce qui concerne la Russie en particulier, qui conduit, qui est une forme de paresse. Bon, dans une dépêche qui dure 10 secondes, effectivement, on a tendance à dire Vladimir Poutine fait ceci, Vladimir Poutine fait cela. Et de cette paresse de langage, je dirais, on en vient subrepticement à avoir dans la tête un espèce de modèle où finalement Vladimir Poutine est un espèce de démiurge omnipotent. Il va de soi que si Vladimir Poutine était un démiurge omnipotent, le niveau de vie de la Russie serait très supérieur à celui de la Suisse, et il faut bien constater que ça n'est pas le cas, et même très loin de là. D'accord ? D'autre part, ce qui est important quand on s'intéresse à un pays, c'est aussi d'arriver à capter les forces profondes du pays. Pas seulement, en l'occurrence, Vladimir Poutine, qui n'est que l'expression d'une certaine forme d'équilibre entre ces forces profondes. Il va de soi que si les forces profondes de la Russie étaient tout entières libérales et démocratiques, Vladimir Poutine n'aurait que 10 minutes à rester dans son bureau au Kremlin et il partirait tout de suite. Donc l'idée est bien d'arriver à saisir les dynamiques profondes de la Russie. De ce point de vue-là, pour finir un petit peu sur cette introduction et sur, je dirais, les poncifs et les idées de seconde main qui traînent, je crois qu'il ne faut pas se cacher, il faut même se pénétrer profondément de l'idée selon laquelle la trajectoire de la Russie sur le long terme est une trajectoire tout à fait originale, dans laquelle le libéralisme économique et le libéralisme politique ont une place tout à fait problématique. L'histoire du libéralisme en Russie est une histoire d'échecs répétés, une histoire de tentatives avortées, etc. Et je veux dire, le temps où la Russie a effectivement été libérale depuis l'époque d'Ivan le Terrible se compte en mois ou en années, mais de toute façon, ça n'est pas du tout la même trajectoire que l'Europe. La Russie est un pays qui instaure le servage au XVIIe siècle, à une époque où il a disparu de France depuis 400 ans. D'accord ? Donc, et ceci n'est pas pour faire... il ne s'agit pas ici de faire de l'essentialisme, de dire que les Russes ne comprennent rien, ils ne comprendront jamais rien à la démocratie. D'ailleurs, Alexis Prokofiev est là et il serait
vexé à bon escient si jamais je soutenais cette idée-là. Il s'agit quand même de prendre en compte un fait historique qui a sa lourdeur. Encore une fois, depuis 500 ans, l'histoire du libéralisme en Russie est une histoire malheureuse. D'accord ? Voilà. Donc, si on passe sur maintenant à une présentation très rapide de l'ensemble des acteurs et de leur logique, je partirai peut-être là encore d'une idée qui traîne, avec l'idée selon laquelle les Occidentaux ont fait une faute. Ils se sont approchés trop près des frontières de la Russie. Du coup, Vladimir Poutine s'est senti menacé, la Russie n'a pas été suffisamment prise en compte, etc., etc. Cette idée-là n'est pas tout à fait fausse. Il faut quand même le reconnaître. C'est-à-dire que, je consacre tout un chapitre sur ce sujet dans mon livre. Quand on regarde les 25 années qui nous séparent de la chute de l'URSS, toutes les initiatives de l'Occident, toutes les initiatives des Européens, des Américains, n'ont pas été heureuses, que ce soit dans l'espace post-soviétique ou ailleurs. Par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, effectivement, la destruction de l'État en Irak est due aux Américains, et c'était manifestement quelque chose qu'il ne fallait pas faire et dont on paye les conséquences aujourd'hui. C'était aussi une manière d'aller dans un sens qui était contraire aux intérêts de la Russie, ce que, évidemment, la diplomatie russe n'a pas oublié. De même, on pourrait, je pense, discuter de est-ce qu'il était à droite d'outrepasser d'interpréter très libéralement les dispositions de la résolution de l'ONU concernant l'intervention en Libye et d'aller renverser le colonel Kadhafi, c'était peut-être pas non plus quelque chose de très avisé. Et là encore une fois, ça contribuait à remettre en cause les prérogatives de la diplomatie russe au Moyen-Orient. Donc, effectivement, cette thèse-là, les Occidentaux n'ont pas été très inspirés. Elle a quelque part un fond de vérité. Si on prend la manière dont a été géré l'accord d'association avec l'Ukraine, effectivement, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'on avait anticipé suffisamment les réactions de la Russie? La réponse semble être non. Donc, il faut pas nier que les Américains et les Européens ont commis un certain nombre de maladresses. J'appelle ça des maladresses, et à dessein. C'est-à-dire que, d'un autre côté, on ne peut pas dire que les Américains et les Européens aient été menaçants. Quand on voit aujourd'hui les efforts qui sont nécessaires pour amener un minimum de présence militaire de l'OTAN dans les pays baltes, ça veut dire qu'il y a 5 ans, non, l'Europe et les États-Unis ne songeaient absolument pas à agresser militairement la Russie. C'est totalement faux. Donc, il faut quand même mettre quelques nuances. Maladroit, oui. Agressif, non. Pas d'accord. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi regarder un certain nombre de choses il faut aussi arriver à désosser un petit peu ce qu'il y a de propagande derrière. C'est-à-dire que il y a effectivement une propagande russe très importante sur le fait que les Américains, parce que les Européens sont supposés ne pas exister, les Américains sont agressifs à l'égard de la Russie, etc. Cette propagande rencontre
un écho assez important en France, dans la mesure où on a toujours la tentation de jouer à Astérix qui résiste aux Américains, mais ça cache une évolution qui est profonde et qui est significative, qui est que les Américains sont moins engagés qu'auparavant sur la façade est de l'Eurasie, c'est-à-dire en Europe et au Moyen-Orient, pour diverses raisons qui tiennent d'une part au pivot vers la Chine et d'autre part à une moindre dépendance aux hydrocarbures du Moyen-Orient. Et donc, si on regarde effectivement la situation aujourd'hui, l'une des questions qui se pose à l'Europe, c'est des Américains moins engagés, oui, mais jusqu'à quel point bon, peut-être que Donald Trump ne sera pas élu et que l'OTAN continuera de fonctionner, mais il est peut-être nécessaire d'une part de réfléchir en Europe à une révision significative de nos politiques de défense. Il est peut-être nécessaire aussi d'aller faire du lobbying aux États-Unis pour qu'ils continuent à s'intéresser à l'Europe, ce qu'à ma connaissance on n'a pas fait jusque maintenant. Donc je dirais, c'est quand même le troisième point concernant les Européens et les Américains, c'est que la réalité n'est pas que n'est peut-être pas que la protection des États-Unis sur l'Europe et leur engagement dans l'OTAN sera dans le futur aussi important que ce qu'il a pu être à l'époque de la guerre froide. J'en viens maintenant plus précisément, je dirais, au théâtre russo-ukrainien. Bon, pour dire les choses assez rapidement, l'une des choses qu'on oublie justement quand on se centre sur un discours de la faute de l'Occident vis-à-vis de la Russie, on oublie que la crise consacre l'émergence sans ambiguïté d'un nouvel acteur de la scène internationale, c'est l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas une république bananière manipulée par la CIA. L'Ukraine est un pays qui existe à part entière et qui, en l'occurrence, est quand même, on ne regarde pas suffisamment les cartes de géographie, mais c'est un pays qui est plus vaste que la France. C'est un pays qui compte 45 millions d'habitants. Donc, non, ce n'est pas un acteur mineur de la sécurité européenne. C'est un pays qui a sa politique de souveraineté depuis qu'il est indépendant, depuis 1991, une indépendance qui a été votée à 90,3% avec, y compris, une majorité en Crimée. Donc, une réflexion sérieuse sur la crise russo-ukrainienne doit prendre en compte l'existence de cet acteur ukrainien et d'un certain nombre, évidemment, de degrés d'autonomie. Pour ce qui concerne, je dirais maintenant, si on parle de la dynamique de la crise, ce qu'il faut bien voir dans cette crise, c'est qu'elle survient dans un univers où l'État est dans un état de délabrement profond, avec des taux de corruption extrêmement élevés, des services publics dans un état lamentable, des routes dans un état lamentable. J'ai moi-même parcouru les routes d'Ukraine, je peux vous assurer que je sais de quoi je parle. Les services de santé dans un état lamentable, l'éducation dans un état lamentable, et la logique du système qui est que si tu veux avoir quelque chose de qualité, il faut payer. Et donc, évidemment, un système extrêmement inégalitaire et un système extrêmement délabré, avec donc un État qui est tout à fait dysfonctionnel, corrompu, et qui, encore une fois,
c'est lié à une tradition qui ne date pas d'hier, n'a pas de compte à rendre à la société fondamentalement. Bon, vous ajoutez à ça le phénomène de l'oligarchie. L'oligarchie, c'est les capitaines d'industrie qui se sont fait des fortunes aux origines plus ou moins douteuses dans les années 90 en mettant la main sur les bons morceaux de l'industrie socialiste. Il va de soi que leur légitimité est quand même un petit peu douteuse. Donc vous avez un pays, vous avez des pays, l'Ukraine comme la Russie, hein, c'est un ex du système soviétique, où finalement la légitimité des élites est quelque chose d'assez douteux. Quel est le choix de l'Ukraine par rapport à ça? Le choix de l'Ukraine par rapport à ça est de remettre en cause ces conditions de vie dégradées, cet État illégitime, cette économie corrompue, etc. etc. On ne peut pas vraiment... moi, je ne vois pas comment on pourrait reprocher aux Ukrainiens d'essayer de changer cet état de fait. Et encore une fois, et pour avoir vécu là-bas, je vous assure qu'effectivement, quand on approche de près les conditions réelles d'un pays où la justice n'existe pas, sauf s'il faut payer, où la santé n'existe pas, sauf s'il faut payer, sauf si on peut payer, etc., etc., c'est quelque chose qu'on ne risque pas d'oublier. Donc, que les Ukrainiens aient lancé un mouvement de modernisation de leur vie sociale et de leur vie politique, c'est quelque chose, d'une part, de totalement compréhensible pour moi, c'est aussi une excellente nouvelle. Parce qu'au fond des choses, ça veut dire que, peut-être, en germe, il y a une zone de stabilité et de prospérité à l'est de l'Europe. On en est loin aujourd'hui, mais le germe est là. D'accord ? Bon, quel est le choix de Vladimir Poutine et de la Russie par rapport à des élites russes par rapport à cette réalité-là? C'est la fuite en avant dans le nationalisme, avec un État qui n'est soumis à aucun contrepoids institutionnel, qui donc peut se permettre effectivement des interventions d'une violence débridée, que ce soit de la Tchétchénie à la Syrie. Le problème de cette situation, c'est d'une part qu'elle a déjà fait un nombre significatif de victimes, d'autre part qu'une fois que cette logique-là est enclenchée, il est très difficile de l'arrêter. Autrement dit, moi je fais partie des gens qui sont, à vrai dire, très pessimistes parce que je vois surtout l'instabilité, encore une fois liée à un blocage interne de la société russe qui, du coup, part dans des fuites en avant, qui alimentent une certaine forme de geste nationaliste avec des belles images à la télé, enfin belles, si on peut dire, d'un monde russe, entre guillemets, supposé restauré, etc., etc. Le problème, c'est qu'il faut les produire, les images. Et pour les produire, il faut agresser ses voisins, aller faire des massacres en Syrie, etc., etc. Donc, pour en venir un petit peu, entendu, je conclue dans 2 minutes, pour en venir à la question que pose le colloque aujourd'hui, comment mettre fin au conflit, pour le moment, je dois dire, je ne vois pas de moyen de mettre fin au conflit. Je pense qu'il faut faire preuve d'une extrême fermeté. Je pense que les Occidentaux, et en particulier les Européens, ne sont pas suffisamment mobilisés et n'ont pas justement estimé à sa juste mesure cette menace qui est tous les jours plus concrète depuis la Tchétchénie à la Syrie en passant par la Géorgie et l'Ukraine. Et donc je pense effectivement qu'il est important d'une part d'avoir des politiques
de défense européenne. Alors européenne, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je veux dire, s'il s'agit d'imaginer des procédures de codirection entre l'Union européenne et l'OTAN, je sais pas, en France, on aime bien les chaînes de commandement courtes avec le président de la République qui commande aux armées. À mon avis, c'est plus fiable, mais en tout cas, il faut avoir des coordinations de politiques de défense et des politiques de défense volontaristes en Europe. Encore une fois, vérifier et continuer à vérifier que les Américains sont bien impliqués effectivement dans la défense du continent. Voilà, des politiques de soutien à la modernisation. L'Ukraine, encore une fois, il y a un germe de modernisation, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. C'est quelque chose qu'il faut soutenir aussi en Tunisie, c'est quelque chose qu'il faut soutenir partout où ça peut l'être aussi sur la façade sud du continent. Autrement dit, et c'est quelque chose où il faut sans doute aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui. Dernier point dont je n'ai pas parlé faute de temps, mais qui est aussi important, il faut aussi avoir une capacité de guerre de l'information qui soit à la hauteur de ce que les Russes ont démontré. Et en particulier, l'une des questions qui vont se poser, c'est comment influer sur la société russe au moyen de la guerre de l'information. Là, pour le moment, on est dans une posture totalement défensive. Voilà.